Le vieux père Ferdinand était vraiment, toi la tièse Robomani, t'es vraiment un 10. Un grand chapeau le vieux pour cette sortie. Mais allez mes Amazones, bonsoir. Je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. C'est toujours moi, votre frère, le Noman Fikaode, Oshibo et Keke. Maintenant là, si le Noman sort là, vous-même vous savez non que non. Ah, c'est du lourd. Ces 2 jours-là, il y a un mensonge qui parle fort du Togo dans le monde entier. Le discours du ministre qui a été tenu à l'ONU là-bas là. Vous-même vous savez non. C'est à 80% de mensonges pour ne pas dire 100%. Mais allez mes Amazones. Ah, vous-même vous connaissez notre vieux père non. Ferdinand Haïti, il n'y a pas d'Agbashi. Il est sorti comme ça pour décrypter les way. Et il a fait ça bien chaud à la Zoromanie. Vraiment vieux père, tu es fort. Tu es fort, tu es Jigba même. Depuis ta position là, moi-même le nom, je te paie une pierre. La manière dont le vieux père Ferdinand était à sortir les way là, il n'y a pas de moment. C'est comme si le vieux père veut pas que le nom, il pas longtemps. Hein. Donc là, hier on laissait écouter un peu la sortie du vieux père Ferdinand Haïti. Et puis on se roulait à la fin, vous-même vous savez non. Le Nouman a toujours des choses à dire. Mettez-moi vos avis dans les commentaires si possible. C'est le Nouman, vous savez, Fikaode, Oshibo et Keke. Abonnez-vous. Parce qu'on peut dire, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Mais nous avons aussi d'autres séries de chiffres. C'est-à-dire des chiffres qui proviennent de sondages. Ouais. D'accord, de sondages. Et le sondage vient de l'Institut Afrobaromètre. Afrobaromètre, c'est un institut de sondage africain, panafricain, qui fait des sondages, qui a des bureaux un peu partout dans tous les pays africains et qui fait des sondages. Qui va au contact de la population, leur pose des questions pour savoir, pour avoir des réponses concrètes. D'accord? Il prend un échantillon de population, pose des questions, fait les calculs et obtient donc des nombres, des chiffres qui sont représentatifs de toute la population. Le sondage, c'est quelque chose d'aléatoire, pas principe. C'est quelque chose d'aléatoire, mais nous avons quand même il y a quand même un certain degré de précision. Hein. Il y a 5%, on va dire 5% d'erreurs sur tous les sondages. C'est ce qui est admis. 5% d'erreurs sur tous les sondages qui sont faits. Mais normalement, quand on prend un bon échantillon, quand on échantillonne bien dès le départ, on a des chiffres à peu près qui sont fiables. Donc c'est ce que fait Afrobaromètre. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus fiable que le chiffre que donne M. Doucet, puisque M. Doucet, on n'a pas les sources, on n'a pas les métadonnées, c'est-à-dire les résultats des collectes de ces informations, on ne les a pas. En revanche, pour Afrobaromètre, vous pouvez avoir tous les métadonnées, c'est-à-dire toutes les questions qui ont été posées, avec les résultats, vous avez tout. Et là, sur la figure qui est affichée, vous voyez que Afrobaromètre nous dit que en 2025, là, l'étude qui a été faite, là, le sondage qui a été fait date du 22 septembre 2025. Ça date du 22 septembre 2025. C'est-à-dire, la publication a été faite la semaine dernière. En début de cette semaine, pardon. Et on nous dit dans cette étude que 89% de la population interrogée n'a pas d'assurance maladie. 80? C'est la suite. 89%. 89% des personnes interrogées n'ont pas d'assurance maladie. Ça, c'est le dernier sondage d'Afrobaromètre. C'est le dernier sondage d'Afrobaromètre. Et c'est sorti la semaine dernière, ou bien 2024. C'est sorti la semaine dernière. Oui, c'est un sondage de quoi, 2024, mais c'est sorti la semaine dernière, c'est ça? C'est 2025. 2025, oui, 2025, 22 septembre 2025. Donc, les chiffres sont de 89%. 89% de la population interrogée dit ne pas avoir d'assurance maladie. Oui, je pense que c'est raisonnable parce que en réalité, lorsqu'on parle d'assurance maladie, c'est d'abord les fonctionnaires. Ça, c'est la première catégorie. C'est la première catégorie. En fait, c'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires. C'est les cadres supérieurs. Les cadres supérieurs, oui. Et le personnel des forces armées. Et après, quelques responsables de professions libérales. Mais la majorité de la population ne sait même pas ce que c'est que l'assurance. C'est les gens qui travaillent dans une ferme à Djarpanga, ou je sais pas, ou à Senkassé, ou je sais pas, au Pendjal. Ils ne savent pas ce qu'ils s'appelle l'assurance. Donc, ils n'ont pas ça. Voilà. Donc la proportion des fonctionnaires au Togo est connue.
la proportion de fonctionnaires togolais connus. Voilà. On a 1% de la population togolaise qui est fonctionnaire. Voilà, 1% de la population qui est fonctionnaire. 1%. Quand on ajoute quelques personnes morales ou physiques de profession libérale, dont beaucoup sont dans l'informel d'ailleurs, beaucoup ne sont pas assurés. Après, bon, les histoires d'assurance pour les élèves, c'est aussi une pagaille organisée. Donc, on ne peut pas honnêtement dire que 3 millions de Togolais sont couverts par l'assurance maladie. C'est quand même exagéré. Ce n'est pas vrai, ce n'est vraiment pas la réalité. Puisque, quand justement, comme tu l'as dit, quand on ajoute toutes ces professions un peu supérieures qui ont les moyens de se payer une assurance, on arrive, selon les informations d'Afrobaromètre, à peu près 5% de la population. J'ai l'impression... La grande majorité de la population, c'est-à-dire n'a pas d'assurance maladie. C'est-à-dire les agriculteurs, parce qu'on sait que plus de 68% de la population est employée dans le domaine de l'agriculture. Exactement. Voilà, et plus de 20 à 30% sont employés dans tout ce qui est manœuvre. Voilà, donc la plupart de ces personnes-là n'ont pas d'assurance maladie. En plus, on a une économie qui a presque 75% informelle. Et nous savons que dans l'informel, les gens ne sont pas assurés. Donc voilà. Et donc, moi, je pense que le gouvernement togolais, il confond les projets aux résultats. Exactement. Ce n'est pas parce que... Il confond les cibles. Voilà, il confond les cibles aux résultats. Voilà. Il confond les cibles à la réalité. Ce n'est pas parce que vous avez lancé un projet pour construire 2000 structures de santé plus proches des populations, mais que les 2000 ne sont pas encore construits, que à peine 100 ont été construits, que vous venez dire que voilà, 89% de la population a un accès géographique aux soins de santé. Ce n'est pas parce que vous avez décidé de mettre en place l'assurance maladie, qui peine même à être véritablement effective sur le terrain, ou assurance scolaire dont les enfants ont toutes les difficultés, que vous venez dire devant les Nations Unies que tous les enfants sont scolarisés, sont assurés, ou je ne sais pas, tous les fonctionnaires sont assurés. Je pense qu'il y a une confusion entre les projets et les cibles, les projets et les résultats. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Donc est-ce qu'on peut aller rapidement sur les autres points? Et je voudrais finir par cela, parce que je pense que j'ai omis de le dire. Dans les sondages Afrobaromètre, les personnes interrogées qui ont dit avoir ressenti, avoir éprouvé des problèmes pour accéder aux soins au cours des 12 derniers mois, montent à plus de 78%. Donc, il y a plus de 78% de personnes qui disent ne pas avoir pu avoir des soins de santé quand ils le pouvaient, quand ils le voulaient. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas donc d'établissement de santé digne de ce nom à proximité. Ou alors, quand ils y allaient, ils n'avaient pas des moyens pour pouvoir se soigner. Alors, donc, les chiffres de 90% d'accès géographique aux soins sont totalement ne sont pas fondés. Voilà. Alors, on sait aussi qu'au Togo, il y a beaucoup de routes qu'on a goudronnées sur le papier, mais dans la réalité, ces routes n'ont jamais été goudronnées. Donc, voilà une précision que je voulais faire. On continue sur les autres points rapidement. Donc, on continue. Maintenant, on arrive à l'accès à l'eau potable. Donc, l'accès à l'eau potable, monsieur Robert Doucet s'est hasardé à dire qu'il y avait un accès à l'eau potable, un taux d'accès à l'eau potable de 86% en 2024. Ah ouais. Là également, les informations que nous avons pu compiler, notamment une information de la Banque de France, c'est-à-dire que c'est une monographie de la Banque de France qui fait régulièrement cette compilation d'informations économiques et macroéconomiques sur les pays qui souvent viennent faire des prêts à la Banque de France. Et donc, sur ce document, nous voyons bien, je pense que la technique peut peut-être nous le dire, au lieu de 86% d'accès à l'eau potable, ce n'est pas ce que nous avons. Nous avons à peine 50% d'accès à l'eau potable. Et même ces 50%, je pense que, sans être vraiment méchant, c'est un peu exagéré. Parce que vous prenez la ville de Lomé, je prends la ville de Lomé. Il faut qu'on soit conséquent. Nous prenons la ville de Lomé. Vous savez que la ville de Lomé, dans tous les quartiers de Lomé, les gens ont des difficultés à avoir accès à l'eau potable. Exactement. Plusieurs châteaux que vous voyez là ne fonctionnent pas. C'est maintenant qu'avec l'appui de la Banque mondiale, on cherche
à rénover ces châteaux-là. Par exemple, le château du campus ne fonctionne pas. C'est actuellement, avec l'appui de la Banque mondiale, on est en train de travailler à rénover le château du campus pour projeter de l'eau vers la cité de la Caisse. Vous savez que la Caisse de sécurité sociale, non, la résidence de la Caisse, s'il vous plaît, la résidence de la Caisse, vous savez qu'il y a de l'eau qui manque à la résidence de la Caisse, c'est-à-dire là où Fort habite. Et vous savez que certaines maisons à la résidence de la Caisse ont été obligées de faire de forage. Je me demande si Fort même n'a pas un forage dans sa résidence au niveau de la Caisse là-bas. S'il n'y a pas un forage à Lomé 2. Donc, le château de campus qu'on veut réhabiliter, c'est pour permettre à la résidence de la Caisse et aux quartiers qui sont encore un peu plus bas, comme au Kégué, tout ça, d'avoir de l'eau. Vous prenez, on veut mettre un château vers Apesito pour alimenter Apesito ou Convier, pour alimenter tous les quartiers qui sont en contrebas. Ça, c'est toujours un projet de la Banque mondiale. Vous avez le château qui est à Tokyo Séminaire, en allant vers Bonsimé, qui est aussi sec, qui ne travaille pas. La Banque mondiale veut la réhabiliter. Vous avez Thévier, qui est une ville qui souffre de l'eau depuis des dizaines d'années. Et quand vous arrivez dans la ville de Thévier, ce qui vous montre que la ville est en difficulté en matière de l'eau, c'est les bidons jaunes. Tout le monde transporte les bidons jaunes pour aller chercher de l'eau à Thévier. Thévier, nous sommes à 25 km de Lomé. Vous allez à Haoteux, il n'y a pas de l'eau. Tout le monde traîne les bidons sur des charrettes à la recherche de l'eau. Vous allez à Convier, il n'y a pas de l'eau. Vous allez jusqu'à Saint-Cassé, d'Apaon, les gens vont boire à la rivière. Les quartiers périphériques de Lomé, à Pesito, Zanguera, tout ça, il n'y a pas d'eau. Donc, quand on vient dire que les Togolais ont 89% d'accessibilité, on ne sait pas combien ils ont dit, c'est quand même assez osé comme chiffre. 86% d'accès à l'eau potable. Puisque tout le problème que nous rencontrons du sud jusqu'au nord dans notre pays, c'est le problème d'accessibilité à l'eau. Tous les quartiers de la vieille ville de Lomé, je parle de Nikonakwe, Koteviakopé, les quartiers du Grand Marché, Bakida, tout ça, les gens sont au puits. Les gens utilisent l'eau du puits. Et vous savez, comme ces quartiers ne sont pas loin de la plage, c'est de l'eau souvent qui est salée et contaminée. Et j'ai fait une émission, j'ai dit aux gens que ce problème d'eau qui n'est pas propre, que les gens utilisent, crée même des problèmes dans les foyers. Parce que l'eau du puits que les gens utilisent dans les quartiers de Nikonakwe et tous les quartiers qui sont en contrebas de la lagune, qui vont vers la plage, jusqu'à Kagome et tout ça, ceux qui utilisent l'eau de puits dans ces quartiers-là, surtout les femmes qui utilisent l'eau de puits pour faire leurs toilettes, sont tous, la plupart, infectées. Ce sont les femmes qui sont infectées, des causes d'infection. Et ça, c'est un spécialiste, ingénieur en matière d'eau qui m'a dit ça, que toutes ces femmes-là sont infectées. Et leur mari pense que les femmes sont infidèles, alors que c'est l'eau de puits qu'elles utilisent qui cause ces infections à ces femmes-là. Donc, ce sont des données que le gouvernement cache aux gens. Moi, c'est des ingénieurs dans ce genre de domaine qui m'ont donné les éléments. Que toutes ces femmes-là sont infectées et ça crée des déchirures dans les foyers parce que les maris pensent que ce sont des femmes qui découchent. Parce qu'elles vont prendre l'eau de puits qui est contaminée par tous les reflux de la lagune, les reflux de la mer, l'eau qui est totalement sale pour faire leur toilette intime. Donc, elles ont de l'infection. Ce que les gens appellent généralement bagné. Donc, c'est des femmes qui ont des problèmes. Donc, c'est un phénomène social très grave. Donc, vous ne pouvez pas dire que les Togolais ont 86% d'accessibilité à l'eau quand vous avez tous les quartiers entiers de la ville de Lomé, des cantons qui sont alignés, qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est pour ça que je dis, les gens confondent les projets qu'ils ont sur le papier à la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est que tous les Togolais n'ont pas accès à l'eau. Même la résidence de la Caisse, la cité là où les barons sont, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. C'est maintenant qu'on veut leur créer un système pour leur envoyer de l'eau. Donc, on ne peut pas... Vous allez dans la Caisse, la résidence de la Caisse, vous allez voir que beaucoup de villas là-bas, les gens font des forages. Ça veut dire que l'eau de robinet ne vient pas. Beaucoup de gens ont fait des forages à la résidence de la Caisse. Ça veut dire que l'eau du robinet ne vient pas. Tous les quartiers de Bekota, tout ça, il n'y a pas d'eau.
Les quartiers de Togo Solidarité, il n'y a pas de l'eau. Maintenant, quand on va à l'intérieur du pays, on a monté des vidéos ici où les gens, les populations de Azaou, à Pédokoué, vont chercher de l'eau à la rivière, à la même source que les animaux. On va dans les villages de la Kémou, on va dans les villages de Sékassé. Voilà les vidéos. Ok, qu'est-ce que vous faites? Voilà une vidéo au nord du Togo. Dans les zones de Pendjal. Pour boire. Donc c'est ce type d'eau que vous buvez? Oui, c'est ça. Ok, bon, pourquoi il n'y a pas de l'eau bien comment? Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'argent, manque d'argent. Manque de l'eau encore. D'accord. Ok. Votre milieu, comment on l'appelle? Hein? Comment on l'appelle votre milieu? Nova, Tungol. C'est dans quel canton? Canton de Bogo. Dans quelle préfecture? Préfecture de Sangouaré. Et la région? Région d'Assabar. Ok. Merci. Voilà. Voilà. Et dans tout le pays, c'est comme ça. Dans tout le pays, c'est comme ça. Il n'y a pas d'eau pour les populations. Alors, donc, quand on vient nous dire, ouais, que même l'argent que la Banque mondiale donne, parfois l'AFD, pour réhabiliter les châteaux, les gens détournent ça. Le ministère de l'eau Togo, c'est une mafia pas possible, où les gens se règlent les comptes. Hein? Pas avec des armes, mais aux méthodes les plus fortes. Le ministère de l'eau Togo, c'est un ministère qui brasse énormément d'argent. Parce que quand vous allez dans les pays, même jusqu'au Japon, demander de l'argent pour mettre des forages, les partenaires donnent de l'argent parce que c'est de l'eau. Mais quand ils prennent cet argent, ils détournent une grande partie. Et ils vont faire des forages dans certains villages qui ne tiennent même pas 1 an, 2 ans. Les machines tombent en panne. Et les populations se retrouvent sans eau. Donc, on ne peut pas aller prendre des données sur les papiers et venir les opposer à la réalité du terrain. Donc, ce chiffre de 86, combien de pourcents d'accessibilité à l'eau, c'est un chiffre qui ne colle pas avec 86%. Voilà, avec la réalité. Parce que, ne reflète pas du tout voilà, la réalité. parce que même à Lomé, il n'y a pas de l'eau dans les quartiers de Lomé. Un projet qui a été financé à Kara, notamment pour l'adduction, pour l'accès à l'eau potable. Et on avait vu à l'époque la ministre de l'eau, à l'époque, je pense qu'elle est toujours ministre peut-être, Madame Mila Aziablé, qui était partie donc aux Émirats Arabes Unis pour faire un prêt pour financer un projet d'adduction d'eau à Kara. Donc voilà, les chiffres en tout cas d'accès à l'eau potable ne sont pas fiables, tels que M. Robert Doucet nous l'a exposé. Ensuite, pour l'électricité, c'est exactement la même chose. Ouais. Il nous a dit qu'il y avait 14% d'accès à l'électricité au Togo. Ce n'est pas exact, puisque les documents officiels nous disent qu'il y a 55% à peu près d'accès à l'électricité au Togo. 55%. Donc, il a surenchéri de 20% le taux d'électricité, le taux d'électrification au Togo. Ce n'est pas bien. Il y a plusieurs quartiers dans la périphérie de la ville de Lomé qui n'ont pas d'électricité ou qui sont aux araignées. Vous avez les Anguera, les Conviers, les Michintove, les Apesito, les Djagblé, les Adetikope, et Aveta, tous ces quartiers-là, l'électricité, voilà, les gens me le disent dans les commentaires, là, tout ça, mais les gens peinent à avoir de l'électricité. Donc, on a certes mis quelques poteaux, mais on ne vient pas drainer les câbles. Les gens n'ont pas d'électricité. Les gens sont aussi aux araignées, ce qu'on appelle, les gens tirent les câbles, les branchements anarchiques. Et c'est, je ne sais pas si c'est l'Union européenne ou bien la France qui vient donner de l'argent pour éliminer les branchements anarchiques. Donc, quand vous avez autour de vous une capitale dans laquelle il n'y a pas d'électricité, les villes de l'intérieur, il y a les gens qui sont nés au village, qui sont morts dans les villages, ils n'ont pas d'électricité, alors que nous avons qu'un tout petit pays. Il y a plusieurs villages au Togo où les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu le courant. S'ils ont vu le courant, c'est en ville. Alors que nous avons un tout petit pays, un bout de pays. Il y a des gens qui sont nés au village, qui ont grandi au village, qui sont morts au village, qui n'ont jamais vu l'électricité. Alors que nous avons juste un bout de pays. Donc, le maillage même du pays, en termes de déploiement du dispositif d'électricité, ne devrait pas poser de problème parce que notre pays n'est pas grand.
Notre pays n'est pas grand. Le Togo, ce n'est pas le Nigeria. Le Togo, ce n'est pas le Ghana. Le Togo, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Niger. Ces pays-là sont des pays très vastes. Nous avons un bout de pays et 65 après la capitale. Et nous disons que nous avons une accessibilité électrique de 74%. Ce n'est pas normal. Bon, ici, nous voulons décortiquer tout ça, chiffre contre chiffre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, on continue, mon cher Ditiri. Alors, nous passons maintenant au taux de pauvreté. Voilà, le taux de pauvreté. Il a affirmé que le taux de pauvreté était de 24,8%. Alors, en 2025. C'est pas de pauvreté. Du taux de pauvreté, c'est-à-dire des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce chiffre même est trop minimisé. Ça doit être encore plus beau que ça, en réalité. Même ça, on peut toujours contester. Ouais. Et en fait, quand on évalue, on se rend compte qu'en fait, il a pris tout simplement la statistique des villes ou la statistique de Lomé. Effectivement, à Lomé, ou bien dans le secteur urbain, le taux de pauvreté est estimé à 26%. On estime que 26% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté même ça, dans les villes, au milieu urbain. Même ça, c'est pas vrai. Même ça, on ne peut pas dire... c'est sous-estimé. Oui, c'est sous-estimé. Parce que... Ça, par contre, c'est la Banque mondiale, mais c'est sous-estimé. Oui, même si c'est la Banque mondiale, c'est sous-estimé. Dans les villes au Togo, moi, Ferdinand, je suis convaincu que le taux de pauvreté dans les villes va être autour de 40, voire même 50%. Parce que vous allez dans les villes, vous prenez seulement la ville de Lomé, vous voyez toutes les bidonvilles qui sont à Lomé là. Exactement. Les bidonvilles, c'est par rapport à quels critères ils définissent le taux de pauvreté. Est-ce que toutes les rues de Lomé sont goudronnées? Est-ce que toutes les villes de Lomé et les rues de Lomé sont électrifiées? Est-ce que toutes les rues de Lomé sont équipées? Parce que la pauvreté, c'est aussi ça. Si vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de rue goudronnée, vous n'avez pas d'école moderne, vous n'avez rien. Comment vous arrivez à vivre? Comment vous arrivez à manger? Dans quel environnement vous vivez? Quel est le cadre de vie? Peut-être que ce taux de pauvreté de 26% dans les villes, c'est à la cité OUA et à la caisse, à la résidence de la caisse. Mais si vous sortez de ces deux endroits-là, vous rentrez dans la ville de Lomé, vous allez dans les gogolottes de Agoué, Fidouboui, Zongo, Ebe, et Akoresoa, Katanga, tout ça, vous arrivez à Agoué, Soubosito, Lebasito, Apesito, dans tous ces quartiers pourris là, où les gens roulent même sur, je sais pas, roulent dans la boue pour rentrer quand il pleut, les ossimes et tout ça. C'est la misère crasse. C'est la misère crasse. Et les filles se prostituent partout. Donc, si il veut nous dire que le taux de pauvreté urbain est de 26%, c'est à la caisse et à la cité OUA. Mais en ville, là, hors de ces deux endroits-là, la misère est partout. La misère est partout. Les Badago, les Dogbeavou, tous les quartiers pourris de Lomé, là, la pauvreté porte un visage humain. Et les rares endroits à Lomé où les gens sont un peu souriants, les rares endroits à Lomé où les gens sont un peu souriants, c'est à la caisse et à la cité OUA. Dans tous les autres quartiers, les gens ont les visages fermés. C'est pour ça que quand vous circulez à Lomé, quand vous avez un problème avec un étudiant, ils commencent par vous insulter. Si c'est une femme, il va insulter son côté intime, tout ça, que c'est des boulots, tout ça. Vous ne voyez pas que même à Lomé, en pleine circulation, il y a une tension permanente parce que les gens sont sur les nerfs, les gens souffrent. Exactement. Les gens souffrent. Donc, même ce chiffre de la Banque mondiale, je pense qu'il est sous-estimé. Bon, voilà ce que moi j'ai à dire. Mais en tout cas, ce qu'il nous donne comme chiffre est erroné. Ce n'est pas vrai. Le taux de pauvreté, à la limite, le taux d'extrême pauvreté au Togo, c'est 24%, 24,5% à peu près. C'est-à-dire que c'est les gens qui n'arrivent pas à vivre avec $1 par jour. C'est-à-dire le taux d'extrême pauvreté, c'est les personnes qui n'ont pas même 20 000 par mois pour vivre. Voilà. Et là, le taux d'extrême pauvreté, c'est autour de 24%. Et quand vous allez dans les régions, comme la région des Savanes, le taux de pauvreté là-bas est jusqu'autour de 70%. Exactement. Parce que même l'agriculture, les gens n'arrivent pas à s'en sortir.
vous arrivez dans la région de la Kara, puisque le taux de pauvreté est crescendo. Quand tu montes du sud vers le nord, c'est comme ça que le pourcentage aussi augmente. Lomé, Plateau, Central, Kara et puis Dapaon. C'est comme ça que le taux de pauvreté monte au Togo. Donc de Lomé, ici on est à 30% de pauvreté. Lorsque tu arrives à Dapaon, on est presque à 70%. C'est pour ça qu'en réalité, à l'intérieur du pays, dès que les gens ont l'opportunité de rentrer dans la capitale, tout le monde part pour rentrer dans la capitale. Et à force de voir tout le monde dans la capitale ne pouvant pas supporter le flux d'individus qui arrivent parce qu'il n'y a pas de boulot à l'intérieur, Lomé est invivable parce que tous les quartiers précaires se sont développés dans toute la périphérie de Lomé où vous avez la pauvreté à visage humain. Allez jusqu'à Bouezongo. Vous allez voir la pauvreté dans tous ces quartiers qui entourent Adjouba, Zongo, Adetikope, Davier, tout ça. Vous allez voir les quartiers. La pauvreté à Lomé a un visage humain. C'est ça la triste réalité. Effectivement. Et je pense que il n'y a pas. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de vraies études au Togo qui sont faites par des instituts indépendants au Togo pour évaluer réellement ces pauvretés-là et suivant les couches différentes de la population. Malheureusement, c'est l'État qui sort avec des chiffres farfelus pour flouer un peu les institutions internationales. Et là, je pense que c'est vraiment le cas. Le chiffre qu'ils ont, que la Banque mondiale a, puisque la Banque mondiale, elle fait souvent des études au Togo, c'est 2 fois supérieur à ce que monsieur Robert Doucet nous a dit la dernière fois, donc à la tribune des Nations Unies. Donc, il faut multiplier quasiment par 2 les chiffres de M. Robert Doucet pour avoir les vrais chiffres de la pauvreté au Togo. Peut-être même par 3. C'est vrai, si, comme l'a dit tout à l'heure le grand frère Ferdinand, il faut même peut-être multiplier par 3 parce que il y a certaines réalités que certaines personnes ne voient pas, voilà, dans ce pays-là et qui négligent sciemment. Donc, sincèrement, moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais sur ce point-là, il n'a pas raison. Le taux de pauvreté au Togo est bien supérieur aux 24% dont il a parlé. On avance. Donc, on avance et on arrive maintenant aux infrastructures rurales, c'est-à-dire les pistes rurales. Donc, M. Robert Doucet nous a parlé de 4472 km de pistes rurales construites ou bien mises en place en 2024. Avant d'arriver aux pistes rurales, technique, projetez-moi les images des dépotoirs à Koré-Sewa Boka. À Koré-Sewa Boka. Parce que le cadre de vie est un indicateur aussi de la pauvreté, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, le cadre de vie, quand vous dites que les gens sont plus ou moins à l'aise dans un pays, ça veut dire que tout leur environnement est assaini, est vivable. Il y a de belles maisons, il y a des rues, il y a des routes, il y a tout. Parce que c'est ça. L'accès aux services de base, il y a l'accès aux services de base. Accès aux services de base, l'assainissement, tout. L'éducation. Voilà. Parce que la pauvreté, ce n'est pas seulement manger 3 repas par jour. C'est d'avoir un cadre de vie confortable. Voilà Boka, à Koré-Sewa. Et toute la ville de Lomé est remplie de dépotoirs comme ça. Comment vous pouvez estimer que la pauvreté urbaine est de 26% quand vous avez des tas de dépotoirs comme ça? Vous allez à Nikonakoué, vous avez des tas de dépotoirs. Bonsime, des tas de dépotoirs. À Goué, des tas de dépotoirs. Et à Detikope, vous avez des dépotoirs comme ça. Où vous avez des enfants ou des femmes, ils vont là-bas pour ramasser les clous rouillés, les objets de la ferraille pour aller vendre. Aux recycleurs de produits de ferraille. Donc, nous sommes au cœur de la ville de Lomé, la capitale. Nous sommes ici à Boka, à Koré-Sewa. Cette photo date d'hier, ou bien même de ce matin, je ne sais même plus. D'hier. C'est une photo d'hier. Je vous ai déjà passé sur notre capsule la photo de Bonsime, là où ils ont mis leur abattoir informel, où ils tuent les animaux pour vendre. Le dépotoir est comme une montagne. Vous arrivez à Nikonakoué, il y a des dépotoirs là-bas. Vous arrivez vers Wonyome, il y a des dépotoirs là-bas. Partout, dans toute la ville de Lomé, les immondices, les dépotoirs se font partout. Alors, comment est-ce qu'on peut estimer que
Quand vous avez une vie, les maisons qui sont entourées d'ordures comme ça, les gens vivent dans la promiscuité, dans l'insalubrité, avec toutes les maladies. On va venir nous parler... Des risques sanitaires. Oui, des risques sanitaires. On va venir nous parler des risques de pauvreté. C'est ça Lomé. C'est ça. Et vous voyez que c'est la lagune qui est à côté. Vous voyez comment la lagune est bouchée. Donc, les ça, c'est Lomé, ça. Au cœur de la ville de Lomé. À Corée-Siwa, on n'est pas loin du port. On n'est pas loin de la zone portuaire. La zone portuaire qui fabrique des milliards. Donc, vous arrivez même dans les quartiers comme à Damavon, vous avez des tas d'ordures. Bepota, des tas d'ordures. Partout, il y a les ordures dans la ville de Lomé. Et ça n'intéresse personne. Donc, la pauvreté, c'est aussi le cadre de vie. C'est l'accès aux services sociaux. C'est l'accès aux écoles. C'est les routes, les rues qui sont aménagées. C'est l'assainissement. Ce n'est pas seulement mangeant 3 fois par jour. Et je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui un Togolais à Lomé qui mange 3 fois par jour. Même 2 fois, c'est compliqué. Et quand les gens mangent, il faut voir qu'est-ce qu'ils mangent vraiment au Togo. Les gens vont prendre 300 francs pour aller manger du VI ou aller prendre 3 boules de con. Ça, ce n'est pas des repas qui reflètent une certaine aisance financière des individus. D'ailleurs, si je peux me permettre, la sécurité alimentaire qui mesure vraiment ce côté dont tu viens de parler, donc l'accès à l'alimentation correcte et de choix et tout, l'insécurité alimentaire touche près de 60% de la population. Quelle est la ration des Togolais aujourd'hui? Combien de Togolais prennent le petit déjeuner, ils mangent à midi et ils mangent le soir? Ils sont combien? Ils sont combien au Togo qui prennent un petit déjeuner, qui prennent qui mangent qui prennent un déjeuner et qui prennent un dîner? Ils sont combien de Togolais? Dans les commentaires, Miamene Nebounanou matin, Adoulou midi, Adoulou au 3 Nous sommes combien au Togo à faire ça? Les gens sont obligés de faire du jeûne pour permettre à leurs enfants de manger. Les gens sont obligés de serrer la ceinture pour permettre à leurs enfants de manger. C'est ça la réalité dans notre pays. C'est pour ça qu'il y a des tensions quand vous voyez les gens sont tout le temps tendus. Parce que nous on est ici, les gens nous demandent de l'argent. Quand j'étais à Lomé, je finissais les émissions à la radio. À chaque fois que je sors de la radio, soit chez Eric Gator, soit, je ne sais pas, dans une autre radio, vous avez toujours quelqu'un qui attend. Une femme qui est là avec une ordonnance, un monsieur qui est là avec une ordonnance, avec des problèmes. Il dit à monsieur le journaliste, il faut nous aider. J'ai une ordonnance de 5 000 francs, je n'ai pas d'argent. Et c'est comme ça que les gens viennent nous attendre à la sortie quand nous allons à la radio. Et si on a de l'argent, on leur donne. Tous les Togolais sont devenus des mendiants. Même aujourd'hui, les fonctionnaires même sont devenus mendiants. C'est pour ça que la corruption est partout. Les fonctionnaires au Togo, du fait de leur salaire dérisoire, ils sont devenus des mendiants. Ils sont devenus des mendiants. C'est pour ça que la corruption a gangréné tous les sphères de la société. Parce que les salaires ne permettent pas aux gens de tenir jusqu'à la fin du mois. Quand tu finis de payer ton loyer, de régler des problèmes, les déplacements, tout ça, tu n'as même plus d'économie. Donc comment est-ce qu'on peut dire que la pauvreté urbaine est de 26% quand le salaire que le fonctionnaire gagne n'arrive pas à couvrir ses besoins du 1er au 31 du mois? Il est obligé de faire des prêts ou aller demander de l'argent aux gens. Si les policiers, il va sur la route pour raqueter. Si les militaires, il va raqueter. Si les gendarmes, il va raqueter. Si les DSR, il va raqueter. S'il est aux impôts, il va trouver le complément ailleurs. S'il est à la douane, il va trouver le complément ailleurs. S'il est dans l'administration, chaque fois que tu viens légaliser un document, il te dit de déposer 200, 300. C'est ça la réalité que nous vivons au Togo. C'est ça la réalité. On avance. Effectivement, la réalité est tout autre par rapport à ce que M. Robert Doucet dit. Le Togo ne va pas bien du tout. Et surtout sur le plan de la pauvreté, nous manquons de beaucoup de choses. Et du nécessaire pour pouvoir vivre dignement. Ça, c'est vrai. On peut avancer. On a encore combien de sujets? Parce qu'il y en a un gros dernier sujet que je dois aborder. On a encore combien de sujets à survoler? Combien de points? Alors, en
encore un dernier point, donc c'est concernant donc les infrastructures rurales, les pistes rurales. Oui. En 2024. Oui, il parle de 4000 quoi? Voilà, 4472 km de pistes rurales construites en 2024. Ah oui. Et là, 480 de bitumé. Ouais, on s'arrête là. Moi, ce qui m'embête sur cet aspect, d'abord, je n'ai pas compris pourquoi le ministre des Affaires étrangères va faire le bilan de Fort à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le bilan de Fort, c'est à Lomé qu'il faut le faire. C'est au Togolais à Lomé qu'il faut le faire. C'est à Lomé qu'il faut convoquer la presse pour communiquer tous les données du bilan de Fort. Et que Fort s'ouvre aux questions qu'on lui pose. Vous avez dit que vous avez fait telle route, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Est-ce que réellement il y a une route? Est-ce que la route est de qualité? Est-ce qu'il y a un hôpital de qualité? Est-ce qu'il y a ci, il y a ça? C'est à Lomé qu'il faut faire le bilan de Fort. Ce n'est pas à la tribune des Nations Unies qu'il faut faire le bilan de Fort. Ça, c'est un. Maintenant, ce qui me choque dans cette histoire des pistes rurales, soyons sérieux. Dans quel pays au monde quelqu'un se lève pour aller à la tribune des Nations Unies pour dire qu'on a fait des pistes rurales? Jitri, on t'a collé frère, on m'a dit son catapille là tracé moi. Pardon, je ne veux pas rire. Que Yovo Vaniagbo, que Djamao Vaniagbo en 1884. Que Djamao Vaniagbo en 1884. Piste rurale, ils ont tracé tout malo. Bien sûr. Ils ont tracé quelque chose du nord alors. Ils ont tracé le complot, mais quelque chose. Bien sûr. Comment se fait-il qu'en 2025, on va brandir les pistes rurales aux Nations Unies comme une prouesse gouvernementale? Piste rurale. Si toi-même tu as une machine, un gradeur, tu peux tracer une piste rurale. Excusez-moi. Bien sûr. Et l'aménager. Un chemin. Mais vous n'allez pas aux Nations Unies pour parler d'autoroutes, pour parler d'échangeurs, pour parler de routes de normes internationales. Vous allez parler des pistes rurales que le blanc est venu tracer il y a 100 ans. Attends, soyons sérieux. Vous mettez les pistes rurales dans un bilan. Même en disant ça au Togo, vous devez dire ça doucement, vous n'allez pas parler fort. Parce que ce que les voisins font, c'est énorme. Si vous voulez même parler des pistes rurales à Lomé là, comme bilan là, vous allez parler doucement. C'est ce que vous allez dire. Maintenant, vous allez aux Nations Unies. Dire que vous avez fait 4000 km de pistes rurales. C'est un bilan. Pistes rurales. C'est vrai que quelqu'un va dire quelque part que ça c'est mieux que rien. Comme on a l'habitude de parler chez nous là. Vous des conneries comme ça. Quand on a les moyens de faire des routes, on ne fait pas des pistes rurales. Et le Togo a des moyens de faire des routes. Parce que c'est un tout petit pays. Et nous prenons énormément beaucoup d'argent chez les partenaires. Donc on ne peut pas valablement aller aux Nations Unies parler de pistes rurales. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Je ne sais pas qui a rédigé le discours du ministre, mais je pense que non serait-ce que ça, il devait enlever ça du discours et parler juste des routes. Mais les pistes rurales là, parce que les autres pays vont se moquer de nous. À mon avis, on les donne moi à deux les dromés. On les blanchons, il y a les blancs, pistes rurales, les Nations Unies. Tiens. Et je voudrais ajouter, et là peut-être que ça va encore te faire dépasser, c'est que nous avons analysé dans un rapport de la Cour des comptes qui date de 2022, d'accord, que les pistes rurales qui ont été construites, qui ont été commandées, normalement qui devaient être commandées, construites en 2022, la plupart n'ont pas été construites. La plupart ont été juste galvaudées comme ça, vite fait, on a répandu juste du latérite sur ces chemins-là et qu'il n'y a pas vraiment de vraies pistes rurales. C'est-à-dire qu'il y a certaines pistes, c'est juste de l'argile, c'est juste des cailloux qui ont été répandus comme ça et qu'il n'y a vraiment pas de vraie construction de pistes rurales. Et pour compléter, nous avons aussi le document Budget citoyen 2025 qui nous apprend que c'est au lieu de 4000 km, c'est plutôt 900 km qui ont été construits. Mais quand ils parlent de 4000 km, je me pose la question, c'est où ils ont construit 4000 km de route goudron et 4000 km de pistes rurales, c'est ça, non? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est quand même... Oui. C'est-à-dire que c'est des données que nous n'arrivons pas à vérifier. Oui. Là, je vous parle d'un document officiel que eux-mêmes publient. C'est eux-mêmes leur propre document. Ils font,
voilà, ils font régulièrement le point sur les réalisations qu'ils ont fait dans les années précédentes. Ouais. Donc là, dans le budget citoyen 2025, vous avez toutes les réalisations concrètes qui ont été faites avec le budget en 2024. Et dans ce document-là, on nous parle de 900 km de pistes rurales construites en 2024. Et M. Doucet nous parle de 4000 km de pistes rurales. Donc bref, enfin, il y a vraiment quelque part quelque chose de vraiment surréaliste, inadmissible, aberrant dans tout ce qui a été dit par M. Doucet voilà, donc, à la tribune de l'ONU. Et moi, je suis persuadé, je reste persuadé que c'est un discours qui était adressé à la base aux partenaires techniques et financiers qui sont actuellement au Togo en train de mener des audits tous azimuts pour vérifier et sonder donc, la performance des finances publiques, l'utilisation, la gestion des finances publiques du Togo par le gouvernement de Faure Gnassingbé. On va aborder rapidement un dernier sujet avant de passer à mon dernier sujet, notamment à Franck Bédi. Pour ceux qui sont encore en ligne, je vais parler d'Afranck Bédi, donc ne partez pas. Comme il est devenu l'expert des mandats d'arrêt internationaux, on va décortiquer un peu Afranck Bédi. Alors, il y a le projet du marché de Mwépé. Alors, voilà. Le marché de Mwépé a été lancé en 2022 par un projet qui est supervisé par la présidence. Écoutez-moi très bien. La présidence de la République togolaise, sous l'autorité de Faure Gnassingbé, a un fonds qu'on appelle PAPV. Et ce fonds a pour nom Programme d'appui aux populations vulnérables. C'est un fonds qui est logé à la présidence de la République. Je vous dis, à la présidence de la République. Et ce fonds est géré par un certain, je crois, un certain Ali Tagba, ou quelque chose que j'avais déjà dénoncé dans les magouilles avec ses enfants. Et donc, ce fonds permet de construire quelques infrastructures. En fait, c'est une ligne de corruption qu'ils ont créée à la présidence, qui est exécutée sans aucun contrôle. Les gens détournent l'argent. Et ils ont construit des infrastructures qui sont abandonnées dans la brousse un peu partout. Et ils se sont partagés l'argent. C'est eux-mêmes leurs entreprises cachées qui font ces infrastructures. Et on vient ici au marché de Mwépé. Mwépé, c'est Lomé. Donc, on va visiter ensemble le marché de Mwépé qui a été construit et boudé par les populations depuis. Regardez ensemble. On avait déjà monté les images, mais là, on est allé faire les vidéos hier. Vous allez voir le marché de Mwépé. Mwépé, c'est Lomé. Allez, les techniques. Ça, c'est les magasins, les bâtiments de ce marché de Mwépé. Les bâtiments de stockage du marché de Mwépé. Ça, c'est les hangars. C'est dans la brousse. Ça va Lomé. Hein. Mwépé, c'est Lomé maintenant. C'est la banlieue. Vous voyez les bâtiments. Vous voyez ces hangars qui sont dans la brousse depuis 2022. Nous sommes à Lomé. Hein. Lomé. Nous sommes à Lomé, à Mwépé. Voilà le marché, le nouveau marché de Mwépé depuis 2022 qui est dans la brousse et avec les magasins de stockage. Et le lieu n'est pas assaini, il n'y a pas d'infrastructure de desserte. On est parti dans la brousse, on a construit le marché. Ça, c'est chez Adjourouvi. Voilà, on a construit le marché et on a abandonné le marché dans la brousse. Sans aucune étude préalable. On n'a pas associé les communautés villageoises, on n'a pas associé les bénéficiaires. On est parti, on a délimité un territoire et puis on a érigé des hangars et quelques bâtiments qu'on appelle marchés. Et ce projet, je vous dis, est piloté depuis la présidence sous l'autorité de Faure Gnassingbé. C'est le projet PAPV. Voilà ce qu'est le marché de Mwépé. C'est les souris, les rats, les moutons, les chèvres, les serpents qui ont élu domicile sur le site. Ces photos que vous voyez vidéo datent de hier seulement. Ce sont les serpents. Il n'y a même pas de rue pour accéder à ce marché. C'est les serpents, les rats, les souris qui sont dans ce marché-là. Nous sommes à Lomé. Parce que Mwépé aujourd'hui, c'est Lomé. Voilà, et voilà ce projet PAPV. Et ça, c'est à 10 km du centre-ville de Lomé. Ou 15 km. Voilà le marché moderne. Ils appellent ça marché moderne de Mwépé. Vous voyez quelque chose de modernité dans ce truc-là? Marché moderne de Mwépé. Projet PAPV.
piloté depuis la présidence, sous l'autorité de Faure et Somzimna Gnassingbé. Projet piloté par... Est-ce que je pourrais ajouter les montants? Oui, maintenant, Ditri, donne-nous les montants de cette construction. Voilà. Alors, ce projet a coûté la bagatelle de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Oui, mais l'ensemble du projet PAPV, mais pour le marché de l'ensemble du projet PAPV, l'ensemble du projet PAPV, 100 millions de dollars, c'est-à-dire un peu plus de 56 milliards de francs CFA. C'est-à-dire l'ensemble du projet, pas le marché de Mwepé, il faut qu'on soit précis. Le marché, il est autour de 120 millions de francs CFA. Ce marché, comme vous voyez là, c'est autour de 120 millions. Ce que vous voyez là, 120 millions. Et c'est abandonné dans la brousse. Ils ont construit quelques-uns d'autres dans d'autres localités, au centre et au nord, comme ça, pareil, le même modèle, abandonné comme ça dans la brousse, dans la nature. 120 millions. On s'est levé un matin, on a jeté 120 millions par la fenêtre, dans un pays où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, les écoles n'ont pas de toit, les élèves, on leur demande 100 francs, 200 francs pour acheter des ampoules. Ils sont allés à Mwepé, ils ont mis ce marché sans associer les bénéficiaires et ils ont abandonné ça. Et c'est partout comme ça à l'intérieur du pays. Dans certaines localités, les marchés sont dans la brousse. Alors, ce projet de 56 millions de dollars, c'est financé par qui? C'est financé donc par la IDA et c'est un crédit, c'est un prêt. Voilà. C'est pas un don, il n'y a pas de partie don. Voilà. C'est totalement un crédit. Disposé par l'IDA, donc cet organisme de la Banque mondiale, et c'est à rembourser jusqu'en 2073. Alors, vous voyez, ce projet qui est financé par IDA, IDA c'est Institut de développement, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, c'est une institution, je pense, liée à... Agence internationale de développement. Agence internationale de développement, IDA, qui a financé les projets PAPV. Et c'est un crédit que nous devons rembourser jusqu'en 2073. C'est un crédit que nous devons rembourser jusqu'en 2073. Et cet argent est logé à la présidence, piloté sous l'autorité de Faure Gnassingbé par un certain monsieur Ali Tagba. Ils construisent des projets PAPV, c'est pas quoi, vulnérables, aux populations vulnérables. Et dans tout le pays, c'est comme ça qu'ils sont allés construire des trucs qui sont abandonnés dans la brousse, que nous devons rembourser jusqu'en 2073. Donc, M. Faure Gnassingbé, sous l'autorité de qui ce projet PAPV est exécuté, il n'est même pas capable de demander des comptes aux exécutants qui vont jeter 120 millions comme ça, comme à Mwepé, dans la brousse. Et vous voulez que le Togo se développe? Voilà. Donc, voilà le marché de Mwepé que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Et j'espère qu'après cette présentation, Adjourouvi va aller faire un plaidoyer pour qu'on aille sarcler tout ça, qu'on dégage les herbes, qu'on modernise l'endroit, qu'on amène une rue là-bas et qu'on enlève le marché du bord de la route de Mwepé pour arriver sur le site si les populations acceptent. Parce qu'un marché aussi ne se construit pas. Un marché naît de la volonté des populations. Vous ne pouvez pas aller choisir un endroit et imposer un marché aux populations. Ce n'est pas possible. Donc, ils ont jeté 120 millions comme ça en l'air. Et ce projet est logé à la présidence, sous l'autorité de Faure Gnassingbé. Et c'est un prêt qu'on a fait à l'IDA, 56 millions de dollars. Je ne sais pas combien il a dit tout à l'heure, 56 millions de dollars. 100 millions de dollars, ça fait 56 milliards. 100 millions de dollars, ça fait 56 milliards. Et qu'on doit payer jusqu'en 2073. Pendant ce temps, le chef du projet est milliardaire, son enfant est millionnaire. Tous ceux qui interviennent sur le projet sont millionnaires parce qu'ils ont détourné l'argent. Et on n'arrête personne. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous avant de terminer avec le dossier le dossier à Franck Bédi. Alors, vous avez un dernier mot, cher invité, mon cher Ditri. Vous avez un dernier mot? Oui. Je vais rappeler. Oui, j'ai un dernier mot. Je voudrais tout d'abord vous remercier déjà pour le live de la semaine dernière où nous avons pu interpeller les autorités concernant cette école publique qui était située à Maoussi Komi. Oui, c'est ça. Donc, nous avons vu qu'il y a eu une réaction rapide dès le lendemain. Ouais. Et vraiment, j'espère maintenant que les élèves ont pu être... On salue au moins la diligence du ministre de l'éducation. Voilà, au moins, il a réagi. Au moins, il a réagi. Au moins, ça a percuté chez lui. Ouais, donc, il a réagi.
M. Kokoroko, qu'on va mettre donc au travail, comme tu l'as bien dit. Et Kokoroko va devenir donc chef de chantier. Donc on salue donc cette initiative. On espère maintenant que ces enfants puissent aller dans des établissements qui sont proches de chez eux, qui n'aient pas à parcourir des dizaines de kilomètres à pied. Enfin, on peut exagérer, mais avant d'aller à l'école, qu'on puisse leur trouver des établissements près de leur maison et qu'on puisse leur fournir tout le soutien financier nécessaire à eux et à leurs parents pour pouvoir suivre les cours durant cette année. Parce que je rappelle que dans les projets SSU, CU ou bien les projets PATV dont on vient de parler, il y a toujours des composantes où il s'agit d'apporter des soutiens financiers directs tels novici aux familles bénéficiaires de ces projets. Donc, moi j'interpelle les autorités à pouvoir mettre en œuvre ces soutiens financiers directs aux populations, à les faire, d'accord, parce que les gens en ont besoin. Les élèves que nous avons vus la dernière fois, ils étaient pieds nus. Il n'y avait pas de kaki, il n'y avait rien, ils étaient vraiment très sales. Il n'y avait pas de kaki, il n'y avait pas de tenue, il n'y avait pas de sac, il n'y a rien. Donc, il serait temps, si vous commencez quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Nous avons maintenant un début de commencement de quelque chose. Faites-le jusqu'au bout, M. Kokoroko. Voilà ce que je voudrais ajouter à ça. Vas-y. Et pour finir, je voudrais quand même déplorer l'attitude de M. Robert Doucet, qui s'est comporté vraiment comme un vrai néocolonisé, comme l'a dit comme le disait Robert Memmi dans son ouvrage Le portrait du colonisé. Monsieur Robert Doucet s'est illustré en parfait aliéné, tel un patient. C'est un grand panafricaniste, attention. Voilà. Il galvaude le terme panafricaniste, il déshonore le terme panafricaniste. Donc, je trouve qu'il a été un déshonneur total pour le peuple togolais, d'aller parler de pistes rurales, d'aller parler de la projection de Mercator, un discours inconséquent et insipide qui n'intéresse personne à l'heure actuelle. Alors que dans son pays, au coin de la rue où il habite, il y a des tonnes de déchets et d'ordures qui sont entassés là, qui ne sont pas dégagés, qui ne sont pas traités. Il y a des enfants qui jouent dedans, les pieds nus, qui sont exposés à tous les risques sanitaires imaginables. D'accord? Nous avons des eaux insalubres partout dans la ville de Lomé. Nous avons des déchets partout dans la ville de Lomé. Et on se permet de se mettre en accoutrement coquet et aller à la tribune des Nations Unies pour parler de complètement autre chose. Des préoccupations qui ne sont pas les préoccupations des Togolais. Tous les chefs d'État qui sont passés à la tribune des Nations Unies, puisque moi, en attendant le discours de Robert Doucet, je me suis tapé quelques discours de dirigeants auparavant, mais tous ceux qui sont passés ont parlé de préoccupations de leur population, de préoccupations dignes, et ensuite se sont projetés à l'international avec une volonté de puissance, de démontrer à quel point ils sont puissants, à quel point ils s'imposent dans leur sphère, à quel point ils veulent s'imposer sur l'échiquier international. Nous avons eu un monsieur Robert Doucet qui est parti faire du cantata, qui est parti nous humilier en tant que Togolais à la tribune des Nations Unies. Et je voudrais finir par là en disant que, franchement, il aurait pu éviter de faire ce discours, tout simplement. Merci beaucoup. Et merci, mon très cher Ditri. Et les Togolais comprennent pourquoi, je disais, il n'y a pas très longtemps, qu'il faut que nous interpellions les institutions financières internationales, qui sont quelque part complices de ce qui se passe dans notre pays. La Banque mondiale ne peut pas venir dire que la pauvreté urbaine au Togo, c'est 26%, alors que nous-mêmes, nous voyons la pauvreté dans tous nos quartiers. Et IDA ne peut pas donner 100 millions de dollars pour construire des infrastructures pour les populations vulnérables, et on va construire des marchés dans la brousse que personne n'occupe, qui sont à la merci des rats.
Il faut que nous prenions ces images-là, ces photos, ces vidéos, que nous fassions une démarche citoyenne pour interpeller la Banque mondiale et leur dire ce que vous êtes en train de faire au Togo. Nous vous avertissons que si demain le Togo change, on peut en toute souveraineté refuser de payer cette dette-là parce que vous êtes complices du détournement de cet argent-là. Nous devons faire ce travail-là. Aujourd'hui, les gens du M66 sont allés aux Nations Unies. C'est ce qu'ils peuvent faire. Les économistes, les journalistes comme nous, on se met ensemble, on écrit des documents, on écrit des papiers, on argumente, on interpelle les institutions financières sur la gabegie qui est en train d'endetter le Togo sur les générations. Normalement, c'est un travail que les acteurs politiques devaient faire depuis longtemps. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de le faire parce qu'ils étaient trop occupés par les justes politiques. Mais c'est un travail que nous devons tous faire. Toutes les intelligences sont les bienvenues. Tous ceux qui sont capables de décortiquer des documents économiques, de faire des analyses sur des documents, on doit le faire pour interpeller le FMI, la Banque mondiale, la BAD, l'IDA, le PNUD, la FAO, tous ceux qui déversent des milliards au Togo et que cet argent ne profite pas aux paysans, cet argent ne profite pas aux populations, mais ça rentre dans les poches des dirigeants qui ont des paradis fiscaux, qui mettent l'argent pour leurs enfants dans des comptes à Singapour, à Dubaï et puis un peu partout. C'est un travail que nous devons faire. Concomitamment à la mobilisation sur le terrain, concomitamment aux sensibilisations sur le terrain, nous devons faire ce travail qui est un travail intellectuel, qui est un travail de compétence, qui nécessite des compétences. Et donc, moi je suis disponible, Ditri est disponible, il y a d'autres personnes qui sont disponibles. Nous avons rédigé des documents et au moment venu, ceux qui veulent accompagner ces documents-là, veulent déposer leur signature, les organisations qui veulent être partenaires de ces documents-là, on va les transmettre et aller les déposer au siège de ces institutions, les interpeller pour qu'ils ne viennent pas dire demain, on ne vous avait pas averti. Parce que demain, en toute souveraineté, nous pouvons dire on ne paie pas cette dette-là. Parce que les gens ne peuvent pas endetter le Togo jusqu'en 2073. Les gens ne peuvent pas endetter le Togo jusqu'en 2070. Les gens ne peuvent pas endetter le Togo jusqu'en 2100. Il y a des enfants qui ne sont pas encore nés, mais ils vont payer les dettes que les dirigeants actuels sont en train de laisser. Ce n'est pas acceptable. Donc, toutes les intelligences sont les bienvenues. Toutes les compétences sont les bienvenues pour qu'on fasse ce travail-là. C'est un travail de harcèlement, mais harcèlement moral et intellectuel. D'un régime qui ne veut pas mourir. Donc, c'est par des petites actions comme ça que nous allons mettre en difficulté ce régime-là. C'est ce travail-là que nos amis du M66 sont allés faire, en partie à New York. Il y a d'autres pans de ce travail-là que d'autres intelligences aussi peuvent faire. Il suffit que des gens disponibles prennent l'initiative. Donc, on reste loin de toutes les questions de distraction. Les questions de distraction qui ne nous apportent absolument rien, on travaille jour et nuit. Vous allez constater que toute la semaine, on travaille. Même quand on va au boulot, on revient le soir, on bosse, on rédige les documents. C'est que le week-end, qu'on prend un peu de temps pour faire de live. Après, on va travailler. Tous les pays sont en train de se réveiller. On a vu Madagascar. La jeunesse de ces années-là, la jeunesse numérique, est un véritable danger pour les gouvernants. C'est ce qu'ils ne perçoivent pas. C'est ce que eux-là, ils ne perçoivent pas. Ils pensent qu'avec les armes, ils vont tenir le pays pendant longtemps. La déflagration va arriver. La jeunesse numérique, là, elle est plus dangereuse que les armes. La jeunesse numérique, qui est pressée d'avoir des résultats, qui est pressée de vivre. Aujourd'hui, les Togolais doivent comprendre que tous les chemins de visa sont en train d'être fermés. Pour aller aux États-Unis aujourd'hui, c'est compliqué. Pour partir en Europe aujourd'hui, c'est compliqué. Les États-Unis sont en train de fermer toutes les opportunités pour les jeunes. Parce que tous les pays sont en difficulté et les gens ne veulent plus rien. C'est avant que les gens disaient, Négoula m'a dit visa de Magie Amérique, Négoula m'a dit visa de Magie Europe. Tous les chemins sont en train d'être bouchés. Même la Chine est en train de déporter les Noirs. Vous ne savez pas. Parce que ça ne parle pas beaucoup du côté de la Chine. La Chine est en train de rapatrier les gens. Tous les Noirs qui font du désordre à Guangzhou, tout ça là, on les embarque. La Turquie envoie beaucoup de Noirs en prison. Plus personne n'est prêt à accepter encore les flux migratoires. Les gens sont en train de fermer toutes les opportunités.
Donc, pour être à l'aise, nous devons changer nos pays de l'intérieur. Et tous les gouvernants qui empêchent les jeunes d'avoir accès au crédit, accessibilité au bien-être, au cadre de vie décent, la jeunesse va les dégager. Et cette jeunesse qui est connectée là, mais chaque pays a son heure. Madagascar, vous avez vu, électricité, eau, c'est parti, viens. Tout est parti en l'air. Donc, les gouvernants, comme ils sont autistes, ils ne veulent pas comprendre. Ford pense qu'il est encore dans les années 70, parce qu'il a des militaires, il sera surpris le matin. Surtout que lui-même, il s'est sérieusement fragilisé à l'intérieur de son système, en arrêtant les gens, en mettant les gens en prison, en faisant tout ce qu'il est en train de faire là. Donc, nous devons travailler. Donc, travailler suppose qu'on doit être loin de toutes les questions de distraction. Tout ce qui ne nous apporte rien au combat, on doit être loin de ça. Et se mettre véritablement au travail. Si quelqu'un t'attaque, tu fermes les yeux, tu passes. Quelqu'un t'insulte, tu l'oublies. Quelqu'un te fait, tu oublies. Tu travailles seulement. C'est le plus important. On reste focus. Et je termine en disant, ceux qui font quelque chose chaque jour sont en avance sur ceux qui ne font jamais rien. Ceux qui se lèvent chaque jour et ils font quelque chose, ils sont toujours devant ceux qui ne font rien. Donc, faisons chaque jour quelque chose pour faire avancer notre cause. Vraiment, vraiment, chaque parcours on fait là, chaque fois là, ça apporte quelque chose. Hein. Ne restez pas dans votre coin, sans rien faire, regardez comme ça là, ceux qui disent que non, on est là, mettez-vous, mais au menton là, dit que non, le Togo va changer là. C'est pas ça non, ou bien, mettez les mes Amazon. Mais Dieu a dit, il faut mettre, comme si le pôle là, Dieu va t'aider pour mettre ça sur la tête, ou bien mettez les mes Amazon. Donc là, il y a aussi un point là, un point qui me titille un peu. Ceux qui sortent, soit dit, allez brûler les trucs là. Faut faire bien vos sorties là. Hein? Faut faire des sorties pour conscientiser les jeunes, les gens, à prendre la parole et le courage pour se prononcer ouvertement sur une situation là, sans avoir peur. Comme ça là, petit à petit, on dit l'Azo fait son nid. Ou bien, mais tu as les mes Amazones. Parce que là, la plupart des Togolais, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. Sinon, mais vous connaissez, non? Mais tu as les mes Amazones. Franchement, un grand merci à notre vieux père Ferdinand Haïti, à monsieur Ditri aussi de l'autre côté. Mais tu allez mes Amazones. Il y a une question finale pour cette vidéo là. Moi, ma question là, depuis l'événement du 6 juin là, mais tu allez mes Amazones et l'émanation bien, et l'arrivée de la M66 là, avec tout ce qui s'est passé jusqu'ici là, qu'est-ce que le peuple togolais doit faire, en tout cas pour libérer le Togo? Mettez-moi vos avis dans les commentaires, si possible. C'est le normal, vous savez. Fikaode, Oshiboy, Keke, abonnez-vous. Hey, semaine à Javivinto. Fikaode, Oshiboy, Keke, le normal, vous savez. Likez, abonnez-vous et activez la cloche.